Bonjour à tous. Merci d'être sur cette session dans laquelle on va parler de serverless et de JVM. Pourquoi est-ce qu'on parle de ça? C'est parce qu'on entend souvent que la JVM, elle n'est pas tellement utilisable dans un contexte serverless et notamment serverless AWS. Et l'idée, c'est justement d'aller regarder ce qu'il en est vraiment avec un benchmark en mesurant et pour dépasser les idées reçues. Donc c'est ce dont on va parler là, pendant la session. Et j'en profite pour remercier Nicolas Okidan qui a développé une grosse partie du benchmark. Comment ça va se passer? D'abord, on va rappeler quelques termes importants de la problématique. Ensuite, je vais vous présenter rapidement comment le benchmark a été développé. Et puis, on abordera quelques petits sujets, quelques manières de contourner le problème. Alors, on commence par là, dans la salle, c'est le moment interactif de la présentation, qui a déjà développé avec GraalVM. Quand même, quelques-uns. Qui sait ce que c'est le gîte, et notamment C1 et C2? Ah, quand même, il y a des experts. Là. Ok, très bien. Je ne vais pas aller plus loin, mais on va parler un petit peu de ça. Alors, pas tellement du gîte, parce que on n'ira pas trop dans le détail, mais les autres termes, on les abordera. Alors, pourquoi les lambda AWS, c'est intéressant? D'abord parce que c'est un cadre qui est contraint, mais qui est vertueux. C'est-à-dire qu'on va ne payer que ce qu'on consomme. La stratégie des lambda, là, je passe très vite, mais c'est que s'il y a 0 requête qui arrive, il y a 0 € qui sont dépensés. Et donc ça, c'est hyper intéressant. Il y a une stratégie d'instanciation à la demande. Quand il y a une requête qui arrive, s'il n'y a pas d'instance disponible, on va créer une instance et répondre à la requête. S'il y a d'autres requêtes qui arrivent, on créera potentiellement d'autres instances et on ne décommissionne pas les instances immédiatement. S'il y a des requêtes qui arrivent juste après, les instances précédemment créées vont pouvoir les adresser. Donc ça a beaucoup d'intérêt parce que c'est un cadre qui permet justement d'aller vers un découpage fin, d'inciter à découper les applicatifs. Je ne vais pas parler trop de microservices, mais c'est un peu l'idée. Pourquoi la JVM? Alors déjà parce qu'on aime les technos de la JVM, et certains des langages comme Kotlin ou Scala, Clojure, etc. Il y a d'autres raisons qui peuvent nous inciter à partir sur de la JVM, notamment, comme c'est le cas chez SNCF Connect and Tech, quand la quasi-totalité des applicatifs historiques sont codés en Java ou en Kotlin. Et donc, on a des centaines de développeurs qui sont formés à ces technos. Si on veut les faire basculer sur le serverless, c'est plus simple si on y va avec des technos qu'ils connaissent, qu'ils apprécient, que de leur demander de passer tous sur TypeScript. TypeScript est aussi un langage très intéressant, mais disons que la barre est un peu plus élevée pour des gens qui ont l'habitude de coder en Kotlin, par exemple. Donc, c'est super intéressant sur le papier d'aller coder sur du serverless avec des langages de la JVM, mais on a un problème. Le problème, c'est le call start. Je pense que vous savez ce que c'est le call start. C'est justement lors de l'instanciation de la lambda, la première fois. Il y a un coût d'initialisation. Et sur la JVM, il est important. Et j'ai juste posé là un petit rappel. Au-dessus d'une seconde, les gens sur un site de e-commerce important, ils s'en vont. Voilà. Et en général, on va essayer d'être en dessous des 300 millisecondes, même sur le 99 percentile. Ce qui est intéressant dans la réflexion, c'est que cette problématique, elle ne concerne pas que le serverless. On a aussi des questions qui se posent si on décide d'aller sur Cube. Parce que de la même manière, sur Cube, on veut faire de l'autoscaling en général. Carpenter, il a tendance à repositionner des pods. Et donc, on va avoir des applicatifs JVM qui vont mettre du temps à démarrer. Ça va nous poser des problématiques aussi. Mais sur la lambda, c'est incontournable, vu le modèle. Le call start, c'est un gros problème. Certaines choses qu'on ne va pas aborder là sur la presse, c'est quelques approches alternatives, notamment par exemple, vous savez que Kotlin, on peut le transpiler en natif ou en JavaScript. Donc ça, on ne va pas l'explorer. C'est assez peu pertinent de toute manière. Et puis, on a aussi WebAssembly
Un jour, on pourra en reparler, mais là, ce n'est pas le sujet. Donc comment on fait pour avoir des convictions sur cette problématique de call start? En fait, il n'y a qu'une seule manière, hein, c'est de mesurer. Et pour mesurer, eh ben, il faut faire un benchmark. Alors, ce benchmark, ça ne doit pas être un Hello World. Ce qu'il faut savoir, c'est que, par exemple, sur un Hello World, la JVM, elle démarre très vite. Les choses se compliquent un petit peu dès qu'on rajoute quelques frameworks ou quelques services. Donc, ce qu'on souhaite avoir, c'est un benchmark qui représente un cas d'utilisation réaliste. Donc là, dans le cadre du benchmark, on a décidé d'exposer des services REST qui font des appels DynamoDB. Les autres cas qu'on a assez fréquemment, c'est des lambdas qui appellent d'autres services. Mais ça revient un petit peu au même. L'avantage là du choix d'implémentation, c'est qu'on est vraiment isolé. On n'a pas besoin de moquer les services, etc. Donc c'est assez simple. On a 4 lambdas qui font... il y a une lambda qui fait une création de produit, une qui récupère le produit, une autre qui supprime le produit, et puis une dernière qui récupère une liste de produits. Voilà, quelque chose d'assez simple. Et puis, on développe ces lambdas de manière assez simple. On met soit en HTTP, soit en API Gateway. Là, on a plus mis un API Gateway devant les lambdas. Il y a une table DynamoDB. Tout ça, c'est déployé vers Terraform. Et puis, on utilise un client K6, là, en l'occurrence, pour mettre un peu de charge. Mais rien de révolutionnaire, on peut faire d'autres choses. Donc là, par exemple, je vais lancer justement, hop, je ne sais pas si vous voyez bien. Voilà, je tape mes 4 lambdas et je vais mettre un petit peu de charge progressive. Comment c'est codé? Là, vous avez la configuration. Vous pouvez voir là au milieu que je vais monter de 50 à 150 itérations pour simuler une montée en charge les 30 premières secondes. Pendant 1 minute, je vais rester à 150 et puis je reviens à 0 sur les 30 dernières secondes. Donc notre benchmark dure 2 minutes. Avec K6, on va avoir la vue utilisateur. Maintenant, on a besoin d'analyser un petit peu plus les choses parce qu'on veut mesurer le cold start. Et donc pour ça, on va utiliser CloudWatch. Donc là, je vous ai mis un exemple de requête. Je n'irai pas plus loin dans le détail, mais tout ça est disponible, de toute manière, va être disponible en open source sur GitHub. Là, l'idée, très vite, c'est qu'on mesure la durée d'init, et puis le restore, c'est dans le cas snapstart. J'en reparlerai tout à l'heure. Est-ce qu'on a fini? Non, il reste encore un peu de temps. Pour aller un petit peu creuser, justement, pourquoi ça prend du temps, il faut savoir que l'implémentation JVM pour les lambdas, en tout cas une implémentation qui est proche de celle utilisée, elle est disponible en open source. Amazon l'a mis en open source. Et qu'est-ce que ça fait? En gros, c'est juste un bridge entre le code natif utilisé par Amazon et la JVM. Et puis, ce code, il prend en entrée un payload JSON, il le passe au contrat implémenté par le développeur, et puis il récupère la réponse et il renvoie. Et en interne, ce qui est assez intéressant, c'est qu'il y a 2 frameworks qui sont utilisés par AWS. Il y a JSON et Jackson. Ce qui est intéressant, c'est que ces 2 frameworks, ils utilisent la réflexion. Et on sait que, par exemple, Jackson, il met un peu de temps à préchauffer. Donc voilà, là, on sent tout de suite qu'on a un petit potentiel de temps d'init, déjà, avant même d'avoir codé quoi que ce soit. Qu'est-ce qu'on va optimiser dans l'implémentation de notre lambda? Donc tout ça, c'est disponible vraiment dans la littérature. Il n'y a rien de révolutionnaire. Déjà, on va essayer de ne pas utiliser de gros frameworks ou de grosses librairies, en particulier s'ils sont inutiles, parce qu'évidemment, toute classe rajoutée rajoute du temps d'initialisation. Il y a une notion intéressante, c'est que les lambdas, elles ont du CPU alloué pour l'init, justement. Donc on va avoir tendance à faire une initialisation statique pour profiter de ce CPU supplémentaire. Et une fois qu'on a dit ça, en gros, on a fait tout ce qu'on pouvait. Alors, on peut changer le compilateur du JIT, etc., mais ça n'a pas beaucoup d'impact, en tout cas, moi, sur mes mesures. Et donc, l'implémentation, elle va utiliser l'API bas niveau qui est proposée par AWS. Là, vous avez l'input stream qui est votre payload JSON en entrée, l'output stream qui est le payload en sortie. Et puis,
voilà, on peut développer notre lambda. Alors là, vous pouvez voir que, alors je ne sais pas si ça se voit très bien, mais notre 99 percentile, il est à 2 secondes 7. Donc c'est quand même avec ces optimisations, puis j'en ai fait une dernière que je vais présenter après, mais c'est quand même assez important, hein, parce que 2 secondes 7, c'est très au-dessus pour faire du CRUD, c'est pas super. Par contre, on voit que le 95 percentile, bah, il est à 45 millisecondes. Donc là, c'est beaucoup plus acceptable. Et ça, c'est le cold start. Il n'y a pas de miracle. Je passe très vite. Il y a une petite optime là qui est faite pour cette première version, où justement, je bypass Jackson et j'utilise Kotlin Serialization. Parce que Kotlin Serialization n'utilise pas la réflexion. C'est géré à la compilation. C'est déjà une petite optime, mais même avec ça, on a ces temps-là. Alors, donc ça, c'est la vue CloudWatch. Donc on a des instances qui sont à 500 mégas de mémoire. Comment ça se lit? Sur les 4 premières lignes, vous avez les 4 lambda, hein, get product, alors c'est un peu coupé, mais delete product, put product, etc. Et vous avez la colonne code start, voilà, où évidemment les 4 premières lignes, c'est le call start, et les 4 suivantes, c'est quand il n'y a pas de call start. Là, vous pouvez voir qu'en effet, hein, sur le 99 percentile, on tourne autour de 3 secondes à droite, hein, pour le call start. Par contre, quand on n'est plus dans le call start, là, on est à 35-40 millisecondes. Il y a quand même un petit problème. Si on compare avec Node, donc avec justement une instance qui est 2 fois moins grande, hein, on est à 256 mégas, on voit que TypeScript, là on a une version en TypeScript, on est en dessous de 500 millisecondes dans call start. C'est encore un petit peu embêtant pour des requêtes synchrones, mais c'est quand même nettement mieux. Typiquement, d'autant plus qu'il y a d'autres librairies un peu plus expérimentales qui permettent d'accélérer encore le JavaScript. On sent bien que une manière simple de régler le problème de call start, c'est de passer sur du JavaScript ou du TypeScript. Nous, ce n'est pas tellement notre sujet, mais il y a un problème à la base. Donc, qu'est-ce qu'on peut faire pour diminuer ce temps de call start? La première chose, qui est extrêmement simple, et notamment quand on a des contraintes et qu'on souhaite répondre rapidement, c'est de faire du provisionner. Donc ça, c'est une option pour les lambda. Qu'est-ce que c'est le provisionner? C'est qu'on va instancier des requêtes, des instances avant de répondre aux requêtes. Donc ça, c'est super parce qu'on va instancier nos lambda et donc avec de l'initialisation statique, on va pouvoir un petit peu les préchauffer à la marge, mais on va vraiment pouvoir pas payer le coût de l'initialisation pour les utilisateurs. Par contre, ça casse un petit peu le modèle, c'est-à-dire que là, vous n'êtes plus à 0 requête égale 0 €, parce que vous avez des instances qui sont créées, même si vous n'avez pas de requête. Et puis, vous pouvez provisionner en nombre de lambda. Vous pouvez aussi avoir ce qu'on appelle le target tracking, vous dire par exemple, je vais prendre 50% de marge par rapport à ma consommation réelle, à ce que j'ai besoin. Et donc du coup, je vais pouvoir épouser automatiquement les montées de charge et les baisses de charge. Par contre, vous allez payer un supplément, comme vous feriez avec Cube, mais vous n'êtes pas dans le mode nominal. L'intérêt, c'est que là, ma lambda au niveau JVM, là, je suis en dessous des 200 millisecondes, même au maximum. Donc, j'ai résolu mon problème, mais j'ai un petit peu cassé le principe des lambdas de base. Et la bonne nouvelle, c'est qu'il y a d'autres solutions. Donc, il y a SnapStart. Alors, SnapStart, c'est quelque chose qui est assez récent. C'est une sorte d'implémentation de crack. Donc, qu'est-ce que ça fait? C'est quoi l'idée? C'est que on va préchauffer une JVM, on va sauvegarder l'image de la JVM, donc comme ça, elle sera optimisée. Et puis, quand on va avoir besoin de popper une lambda, on va récupérer l'image et hop, elle sera directement prête, elle sera préchauffée, elle sera efficace dès le départ. Et vous avez là l'interface. En fait, le before checkpoint, c'est là que vous allez faire justement votre travail de préchauffage de la JVM. Une des choses intéressantes, c'est que
Pour AWS, il n'y a pas de surcoût, que ce soit pour le déploiement de la lambda, donc lors du déploiement, on va justement la préchauffer, ou pour la restauration de l'instance. Ça, AWS ne vous le fait pas payer. Et donc, en termes de coût, c'est vraiment plutôt très bien. Alors, qu'est-ce qu'on va faire sur le préchauffage? On va faire du préchargement de classe. Donc, la technique, c'est de dire, je regarde quelles sont les classes qui sont chargées sur des vraies requêtes, et après, je les charge dynamiquement en avance de phase. Et on va aussi, on va dire, entraîner le JIT sur de la sérialisation JSON, sur des appels à vos services. Comme ça, vraiment, quand ça va vraiment s'exécuter, eh ben, ça sera directement efficace. Qu'est-ce que ça donne comme chiffre? Alors déjà, on voit que on est passé en max, en cold start, autour de la seconde. Donc on est passé de 3 secondes à 1 seconde. Et on voit aussi hein, que quand on n'est plus en cold start, là on est vraiment sur des temps qui sont très bons. Donc on a diminué notre cold start, mais on n'est pas encore à des niveaux qui rivalisent avec TypeScript, typiquement. Pourquoi on a cette problématique? Parce qu'on regarde, ce qu'on voit sur les mesures, c'est que en fait, quasiment l'ensemble du temps sur le cold start est passé sur le restore. C'est-à-dire que mon max, là, il est passé à 99% sur le restore. La JVM, après, même sur le cold start, elle répond très très vite. Mais c'est sur le restore qu'on passe du temps. Et ça, on n'a pas la main dessus. Aujourd'hui, c'est AWS qui fait le restore. Donc tant que ça diminue pas, tant que AWS ils n'ont pas optimisé ce principe-là, on ne descendra pas sous la seconde. Il y a quand même pas mal d'avantages, parce qu'en temps de réponse, on n'est pas au niveau de TypeScript là avec Snapstart, mais par contre en termes de coût, comme on ne paye pas le restore, en fait on est déjà moins cher sur le papier que TypeScript. Puisque là, on ne paye que les quelques millisecondes qui sont le temps d'exécution de la JVM. Et donc, pour des cas, on va dire, d'asynchrone ou pour des back-office ou des cas d'usage où les temps de réponse ne sont pas clés, c'est vraiment une très bonne solution. Juste petit point d'attention, Crack a quelques petites subtilités, notamment sur les pools de connexion. Voilà, qu'il faut potentiellement réinitialiser, etc., lors du restore. Mais disons qu'il n'y a rien de systémique. Et le gros avantage, c'est qu'on reste sur une JVM classique. Une autre solution, c'est GraalVM. Donc GraalVM, petit rappel, l'idée, c'est de compiler en natif lors de la compilation, pas lors du runtime, qui est le comportement par défaut hein, de la JVM. Donc là, on va compiler en AOT, ça va donner un binaire, et puis il s'exécutera tel quel. Et donc forcément, il va démarrer plutôt vite, parce que là, il n'y a plus de JVM au runtime. Il y a quelques petits problèmes, notamment la réflexion, c'est pas super supporté. Alors, je vais en parler après, il y a des moyens de contourner. Mais typiquement, si vous avez une grosse base de code qui utilise plein de librairies, là, GraalVM, vous allez avoir quelques petits soucis parce que dans ces grosses bases de code, il y a sans doute des librairies qui font de la réflexion et ça risque de poser des problèmes. Pour répondre à cette problématique, vous avez un certain nombre de frameworks qui supportent officiellement GraalVM. Nous, dans ce benchmark, on a essayé de faire vraiment un cas d'implémentation réelle, mais on n'a pas utilisé ces frameworks justement pour être le plus proche des problématiques. On en reparlera après. Il faut essayer d'éviter, en tout cas au début, d'utiliser des frameworks qui vous cachent la complexité pour comprendre ce qui se passe. Après, une fois qu'on est en maîtrise, on peut utiliser ces frameworks. Moi, quand j'ai commencé justement à faire ma première image GraalVM, donc j'ai lancé, et au runtime, boum, une exception. Je l'ai googlisé, il y avait déjà des gens qui l'avaient trouvé. Et en fait, qu'est-ce que c'était? C'est simplement que le code de la lambda sur la JVM, ils font de la réflexion dès le départ. Ils ont besoin de modifier un champ privé, donc ils passent en réflexion pour le faire. Et puis GraalVM, il n'est pas au courant. Et donc,
au runtime, il crache. Donc là, on voit tout de suite le problème que va poser GraalVM, c'est que vous n'êtes pas certain, après avoir compilé, que tout va bien fonctionner au runtime. Ça peut être problématique dans certains cas. C'est quoi le contournement, enfin, la résolution du problème? Là, il faut simplement démarrer GraalVM en mode agent, faire les requêtes qui vont être effectuées ensuite, et puis automatiquement GraalVM vous dit, voilà, là, il faut que je mette dans mes fichiers de configuration que tel champ. Donc là, en l'occurrence, voilà, lambda runtime, avec le fil logger, lui, on doit le supporter en mode réflexion. Et hop, tout fonctionne. Voilà. Si jamais on a oublié des cas et qu'au runtime on a des erreurs, ça peut poser problème. Alors, qu'est-ce que ça donne en termes de résultats? Ça donne quand même plutôt des bons résultats. Parce que là, ce qu'il faut voir, c'est que je suis plus sur du 500 mégas, plus sur 256 mégas, je suis sur du 128 mégas. Donc vraiment une petite lambda. Et donc, par exemple, je suis 2 fois moins cher que TypeScript en 256, ou 4 fois moins que les différentes lambda JVM qui étaient en 500. Et on voit qu'on a des très bons résultats aussi sur ce qui n'est pas cold start, mais sur le cold start, on n'est pas sur des chiffres qui sont extraordinaires. C'est des bons chiffres, c'est des choses qui ressemblent un peu à ce qu'on a vu sur TypeScript, un petit peu supérieur, mais vous ne descendez pas sous les 300 millisecondes. Il y a une autre possibilité, que là je ne vais pas explorer, mais qui est d'utiliser des images Docker custom. Ça va vous permettre d'optimiser un certain nombre de choses, notamment sur la JVM. Ça va vous permettre de tuner l'implémentation par défaut d'Amazon, notamment, et d'améliorer certaines choses. Par contre, la problématique de ce choix-là, c'est que vous devez maintenir ensuite votre image Docker. Donc si Amazon il change des petites choses sur l'implémentation, il faudra suivre. Je voulais mentionner quelques autres outils qui vous permettent de maîtriser un peu plus justement votre comportement des lambda et comment les dimensionner, comment les configurer. Je ne vais pas aller plus loin. Et puis, je vais pouvoir passer à la conclusion et prendre quelques questions. Qu'est-ce qu'on a appris là? On a appris que finalement, il y a des solutions pour faire du serverless avec de la JVM. Et en fonction des cas d'utilisation, il y a des choix qui sont, on va dire, absolument défendables. Par contre, on a aussi appris, alors ça on ne l'a peut-être pas vu trop sur la presse, mais que ces performances, elles pouvaient évoluer très rapidement. Typiquement, moi sur mes tests, dès que je rajoute une librairie, potentiellement, je prends du temps en plus. En fonction des choix. Du coup, comme c'est vraiment clé dans le comportement de mon applicatif, il faut faire très attention. C'est pour ça que nous, notre reco, ces tests de perf, c'est de les intégrer à la CI systématiquement pour mesurer en fait les impacts des évolutions et des choix d'implémentation qu'on fait. Parce que c'est vraiment un aspect assez sensible de la problématique, ce temps de démarrage. Et alors, je ne l'ai pas mis là sur la conclusion, mais c'est important aussi de bien justement analyser les choix de framework, les choix de techno. En Java, sur la JVM, on aime bien utiliser pas mal de frameworks. Il y a quelque chose qui va aussi avec l'option microservice. Il y a des cultures là, à faire un petit peu évoluer si on veut partir sur du serverless. Cette problématique, elle est aussi importante sur Cube. Parce que comme j'ai dit au départ, sur Cube, on va avoir aussi ce temps de démarrage, c'est le comportement de la JVM sur les premières minutes après l'exposition. On va aussi rencontrer ces problématiques. Et on peut avoir des stratégies qui correspondent à ce qu'on a vu là sur le serverless, notamment avec Crack, mais aussi avec des techniques de préchauffage ou d'exposition progressive. Donc finalement, ces problématiques, elles sont intéressantes dans tous les cas. L'avantage du serverless, là, AWS, c'est que vous mesurez assez précisément les impacts sur les coûts. Sur les temps de réponse, c'est assez commun à tous les outils. Là, sur les coûts, vous avez vraiment quelque chose qui peut vous parler tout de suite en termes d'usage. Et puis la dernière conclusion de la presse, c'est de se dire, en fait, c'est tout à fait possible de faire des lambda
avec la JVM. Il faut juste être bien conscient que, par exemple, c'est certainement pas une bonne idée de mettre des lambdas par défaut sans configuration spécifique, là, comme on l'a vu, en front. C'est-à-dire que les call start, ils sont assez rédhibitoires si vous partez sur une application pour les utilisateurs finaux et si vous partez sur la conf par défaut. On l'a vu au départ. Voilà. L'ensemble du code, il va être dispo là, sur l'URL que je vous ai partagé là, sur le slide. Et puis maintenant, je suis dispo si vous avez des questions. Merci à tous. Bonjour et merci. Vous avez parlé là des JVM, sans nommer en fait celle qui est utilisée derrière, et on sait qu'il en existe pléthore. Est-ce qu'il n'y a pas des JVM qui sont optimisés justement pour travailler avec les lambda? Alors, si, tout à fait. Hein. Simplement, là, ce que j'ai utilisé, justement, j'ai utilisé les JVM qui sont fournis par AWS. Là, typiquement, quand je mettais JVM 21, c'est celle qui est fournie par AWS. Si vous voulez avoir des JVM optimisés pour les lambda, il faut partir sur l'option Image Docker Custom, celle que j'ai mentionnée à la fin de la présentation. Comme partagé, ça peut avoir des effets sur votre temps de démarrage, mais après, il faut que vous soyez en mesure de maintenir dans le temps ces images Docker. Donc, c'est très clairement quelque chose qui pourrait faire l'objet d'une deuxième présentation, parce que c'est un domaine en soi. Mais là, vous sortez en fait de l'implémentation, on va dire, JVM classique d'Amazon. Mais c'est tout à fait faisable. Et en effet, vous pouvez avoir des images Docker beaucoup plus légères qui, sur le papier, vont démarrer beaucoup plus vite. Après, ce qu'on constate, c'est que les développeurs des applications, même si vous mettez au départ une image Docker qui démarre très vite, avec une JVM optimisée, etc., s'ils rajoutent 10 frameworks qui ralentissent tout, vous avez perdu. Donc, en fait, l'objet de la presse, c'est surtout de montrer ça. C'est que, quel que soit votre setup de départ, vous avez besoin d'être vraiment extrêmement attentif en tant que développeur dès que vous développez dans ce contexte-là, parce que c'est extrêmement simple de rajouter du temps de latence supplémentaire sans en avoir conscience. Bonjour, merci beaucoup pour la présentation. Est-ce que tu pourrais revenir sur les chiffres de performance? Il y a quelque chose qui me perturbe. Ceux-là Les premiers plutôt, c'est Okay. plus flagrant. Ceux-là, oui. Si je comprends bien, en fait, les 4 premières lignes correspondent à un call start. Ouais. Et on voit que non, c'est moins flagrant que je pensais en fait. Les premiers, enfin le P0 ou le P25 sont relativement bas par rapport au P95 ou 99. Ça veut dire que dans certains cas, la JVM arrive quand même à démarrer relativement vite. Et je m'attendais à avoir un truc un peu plus constant au niveau du temps. Je suis assez d'accord. Après, bon, ça reste entre 2 secondes et 3 secondes, donc il y a 1 seconde de décalage. Je ne sais pas trop l'expliquer. Donc voilà, c'est juste ce constat. Mais de toute manière, 2 secondes, c'est aussi rédhibitoire. Hein, tu vois, donc oui, il y a des variations. Bon, c'est un peu la loi de ce type de benchmark. Hein, c'est que on dépend aussi de beaucoup de choses parce qu'on dépend du comportement des lambda AWS, de la manière dont sont instanciées les instances. Il y a pas mal de systèmes de cache côté Amazon. On pourrait regarder, c'est encore plus visible sur le restore dans le cas SnapStart. J'ai remonté les clés. Là, moi, un des trucs qui me frappent, alors pas ici. C'est surtout sur ce tableau-là que je l'avais vu. Voilà. Là, vous êtes sur quelque chose où on a 0 prise, hein, parce que là, c'est vraiment Amazon qui fait du restore de l'image. Eh ben, sur le P0, par exemple, on est sur la ligne 2, là, on est sur du 381 millisecondes, alors que sur le P100, on est à 1 seconde. Donc, c'est énorme. Moi,
ma perception, c'est que justement, il y a des optimes d'Amazon qui peuvent influer là-dessus avec des systèmes de cache. Et c'est la limite de ce type de benchmark. C'est-à-dire que la mesure suivante, il faudrait regarder en production à forte charge, ou alors avoir des benchmarks qui sont beaucoup plus dans le temps et dans la durée pour mesurer ce comportement. Donc c'est un des problèmes qu'on a avec Amazon, c'est que il y a une partie qui est en boîte noire pour nous. Voilà ce qu'on peut constater. Parfait, merci. Merci pour après, c'est super intéressant. Depuis tout à l'heure, tu nous parles d'AWS. Est-ce que vous avez essayé avec d'autres providers de cloud? Alors non, là, alors nous, on est très centré sur AWS, donc c'est notre terrain de jeu. On n'utilise pas d'autres cloud providers. Mais comme j'expliquais au départ, en fait, dès qu'on parle de JVM, on va retrouver ce type de problématique pour avoir vu un peu de doc sur Azure notamment ou d'autres choses. En fait, ce temps de démarrage de la JVM, ça dépasse très nettement AWS. On est sur quelque chose qui est mesurable aussi sur Cube, dans d'autres contextes. Donc non, nous, on est très centré AWS là, en l'occurrence, donc on s'est centré sur les lambda AWS. Merci. Plus de questions? Merci. Ah, peut-être une dernière question. Je ne sais pas si on a le temps. On a dépassé. Eh ben, n'hésitez pas, je suis dispo en dehors de la salle. Et puis merci à tous. Et à très bientôt.